Dans un monde rempli de connexions numériques et d'interactions sociales constantes, l'idée de la solitude peut sembler terrifiante ou même indésirable. Cependant, des figures comme Carl Jung nous ont alertés sur les dangers de cette condition et sa capacité à devenir addictive. Mais que diriez-vous si je vous disais que la solitude peut être plus qu'un simple état d'isolement? Cette vidéo plonge dans les profondeurs de la solitude, explorant ses nuances et révélant pourquoi, dans certains cas, il est préférable d'être seul que de désirer être accompagné. Tout au long de ce voyage, nous examinerons les réflexions de penseurs tels que Jung, Rousseau et Nietzsche, déchiffrant les mystères et les avantages de la solitude. Préparez-vous à remettre en question vos propres idées préconçues et à découvrir le pouvoir transformateur de l'authenticité qui se trouve dans la tranquillité solitaire. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Carl Jung a déclaré que la solitude est dangereuse et addictive. Quand vous réalisez la paix qui existe en elle, vous ne voulez plus vous occuper des gens. Souvent, les gens voient les solitaires comme des individus atypiques, des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne s'adaptent pas bien aux autres. Ils sont perçus avec des caractéristiques ou des qualités qui ne s'alignent pas avec les normes du groupe. En fait, dans certains cas, cela est vrai, car de nombreuses personnes qui passent la majeure partie de leur temps seules ont des difficultés à s'intégrer aux autres. Dans certains cas, ces personnes peuvent être hostiles envers le monde, quelque chose qui peut provenir d'expériences négatives avec d'autres êtres humains. Le troupeau craint souvent le soi-disant loup solitaire, car cet individu est enveloppé de mystères et peu de gens savent ce qu'il fait. Dans de nombreux cas, être seul a une mauvaise réputation. Après tout, une grande partie de notre bonheur provient du temps passé avec d'autres personnes. Bien que cela soit vrai, les autres peuvent aussi être une source de souffrance significative. Si les expériences d'une personne avec d'autres ont été douloureuses et traumatisantes à plusieurs reprises, il n'est pas surprenant que cet individu préfère la solitude à la compagnie. Cette vidéo explore la nature de la solitude, ce que Carl Jung et d'autres penseurs en ont dit et pourquoi, dans de nombreux cas, il est préférable d'être seul que de désirer être accompagné. Imaginez vous réveiller seul, sauter du lit, aller à la cuisine et ouvrir le réfrigérateur. Tout ce qui s'y trouve vous appartient. Il en va de même pour le reste de votre espace. Vous l'avez organisé à votre goût, sans faire de concessions. Dans vos appartements, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, sans tenir compte des préférences de quiconque. Vous êtes le souverain absolu de votre espace de vie et vous appréciez cette liberté unique et irremplaçable. Derrière des portes closes, la solitude est douce. C'est le plaisir de ne pas avoir à traiter avec d'autres personnes, des personnes qui, d'un côté, peuvent enrichir nos vies de diverses manières, mais qui, de l'autre, peuvent être des sources significatives de douleur. Soyons honnêtes, dans de nombreux cas, ce n'est pas le travail qui rend les lieux de travail toxiques, mais les personnes qui s'y trouvent. Ce n'est pas l'école elle-même qui rend certains enfants malheureux, mais les mauvais enseignants et les intimidateurs. Les êtres humains ont la capacité de se rendre malheureux les uns les autres, mais aussi d'apporter du plaisir, du confort et du bonheur. L'interaction humaine est, en essence, un échange. Plus nous interagissons, plus nous faisons face aux côtés sombres de nos semblables, plus nous nous éloignons de l'humanité, moins nous faisons face à la toxicité humaine et au stress de traiter avec des personnes intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et grognons. Comme Marco Aurelio le décrivait à propos des personnes difficiles qu'il rencontrait chaque jour, il n'est pas surprenant que le sage décrit dans le livre taoïste Chuang Tzu ait rejeté le poste de gouvernant du royaume, choisissant une vie solitaire dans une cabane au bord de la rivière où il pêchait et était en paix. Être seul est un plaisir, et lorsque la joie de la solitude nous attrape, elle peut devenir addictive. L'absence de regard critique, la paix et la tranquillité, la liberté. Un homme seul peut être lui-même lorsqu'il est seul. Arthur Schopenhauer a écrit « Si tu n'aimes pas la solitude, tu n'aimeras pas la liberté, car c'est seulement lorsque tu es seul que tu es vraiment libre. » La solitude fournit un espace où vous n'êtes pas limité par les normes sociales, ni par les besoins et désirs des autres. Il n'y a personne à proximité pour vous dire quoi penser ou faire,
et vous n'avez pas à faire de concessions pour qui que ce soit. Nous pouvons nous promener, exprimer nos opinions sans les restrictions de ce qui est politiquement correct et consacrons-nous aux passe-temps les plus étranges sans que cela n'importe à personne. Clairement, il vaut mieux être seul, profitant de sa propre compagnie et des avantages d'être hors du regard des autres, que de désirer être accompagné tout en souffrant de leur présence. Passer du temps seul a une signification profonde dans diverses traditions religieuses, comme le bouddhisme. En fait, Bouddha a exhorté les gens à s'éloigner de la vie sociale et à considérer la solitude comme la pierre angulaire de l'illumination spirituelle. Carl Jung et de nombreux autres philosophes ont également reconnu la valeur de la solitude. Jan Jaes, le Russe, a admis qu'il aimait la solitude, car elle l'éloignait de l'animosité humaine tout en profitant du sourire de la nature. Un autre penseur qui a exploré la solitude était Henry David Thoreau, qui a écrit un livre sur ses expériences de vie seul dans les bois. Explorons brièvement quelques idées philosophiques sur la solitude. Le Sutra du rhinocéros, un texte bouddhiste, décrit un moine qui marche seul, utilisant la métaphore du rhinocéros, un animal solitaire, pour montrer l'importance de la solitude dans le chemin bouddhiste. Le sutra défend fermement la solitude, suggérant que s'éloigner d'une vie sociale agitée peut nous aider à voir les choses plus clairement et à grandir en tant qu'individu. Selon ce texte ancien, éviter les attachements bénéficie à la vie spirituelle car les relations apportent des attentes sociales, un fardeau lourd. De plus, les plaisirs sensoriels, bien que plaisants au départ, peuvent mener à la souffrance. Les gens peuvent nous épuiser, et le plaisir sensoriel, en général, implique une quête sans fin de satisfaction. Avoir beaucoup d'interactions sociales nous empêche également de faire des choses qui nous bénéficient réellement sur le plan spirituel, comme la méditation, l'autoréflexion et la contemplation d'enseignements profonds. Le rhinocéros, dans ce cas, personnifie la force, la résistance et le détachement, supportant les adversités de la vie avec équanimité. Le sutra du rhinocéros affirme « Ayant abandonné la passion, l'aversion, l'illusion, ayant brisé les chaînes, marche seul comme un rhinocéros ». La désinvolture et la solitude vont de pair. Quand nous sommes seuls, nous pouvons nous distancier du monde bruyant, marqué par la pression de la conformité. À distance, en tant qu'observateurs de l'humanité, nous pouvons voir plus clairement à quoi nous nous conformons. Quand nous sommes immergés dans la société, nous prenons pour acquis beaucoup de ces normes, coutumes, traditions, croyances et valeurs, sans les remettre en question. Cependant, dans la solitude, nous pouvons interroger pourquoi nous suivons ces règles. Les sages taoïstes s'éloignaient souvent du monde, tournant le dos à la société et à sa rigidité, cherchant une forme de vie plus pure et essentielle connue sous le nom de Tao. La solitude était la réponse, car être seul les protégeait des influences externes dont ils cherchaient à se libérer. Le philosophe américain Henry David Thoreau a également fait l'expérience de cette libération de la société en vivant seul à Walden Pond, une expérience qu'il a relatée dans son œuvre Walden. Dans sa solitude, il a découvert le plaisir de se rapprocher de la nature, de la simplicité et de l'autosuffisance. Pense-y, la plupart des gens sont constamment entourés de distractions. Amis, collègues et membres de la famille exigent notre attention chaque jour et même si nous ne sommes pas avec eux en personne, ils restent présents à travers nos téléphones. Tout ce bruit humain nous empêche de nous connecter à la source d'où nous venons et à laquelle nous retournerons finalement. La grande mère nature, une force qui travaille dans le silence et avec constance. La capacité de se déconnecter dans la solitude s'applique également à la perspective de la vie selon le nihilisme. Pour Nietzsche, passer du temps seul n'était pas une question de spiritualité ou de connexion avec la nature. Il le voyait comme une façon de s'éloigner du troupeau humain contaminé par ce qu'il appelait la moralité des esclaves, un système de valeurs qui nous dépouille de notre pouvoir et nous transforme en moutons dociles. Nietzsche critiquait également les pasteurs et leur moralité, car il les voyait comme faisant partie du même système d'oppression et de soumission. Pour lui, la solitude permettait de transcender ce système, en créant de nouvelles valeurs individuelles au-delà de la structure conventionnelle. La solitude, alors, nous permet de nous connaître nous-mêmes, d'embrasser notre individualité et de réfléchir à la manière dont nous voulons vivre de façon authentique selon nos propres termes. Ainsi que ce soit en cherchant l'illumination spirituelle,
une connexion plus profonde avec la nature. En s'éloignant des valeurs traditionnelles ou en créant un sens individuel, la solitude peut être notre compagne. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes aspirent à être seules, trouvant dans cet espace une liberté qu'elles ne parviennent pas à atteindre en compagnie. Alors, nous pourrions nous demander, le désir de solitude signifie-t-il qu'en tant que participants à la vie sociale, nous avons un désir sincère d'être seuls? L'interaction sociale est toujours un échange. Tu donnes un peu, tu reçois un peu, mais parfois tu peux ne pas vouloir donner ce que tu donnes ou recevoir ce que tu reçois. Dans ces cas, l'interaction sociale devient un fardeau, quelque chose qui nous coûte plus que ce que cela nous apporte. Une relation intime peut être très enrichissante et une opportunité de croissance personnelle, mais elle nous prive aussi de la liberté d'être célibataire et de profiter de la paix de ne pas avoir à considérer constamment une autre personne. D'un autre côté, une vie sociale active peut être très amusante, mais plus nous socialisons, moins de temps nous avons pour des pratiques comme la méditation et la croissance spirituelle. Comme le décrit l'extrait du rhinocéros, faire partie d'un groupe ou d'un système de croyances nous procure soutien, sens et communauté, mais souvent au détriment de notre authenticité et de notre individualité, des qualités célébrées par des philosophes comme Emerson et Nietzsche. Être impliqué avec l'humanité en général peut être bénéfique à bien des égards, mais cela peut aussi se faire au détriment de notre connexion avec la nature, quelque chose que les sages taoïstes et le philosophe Thoreau valorisaient profondément. L'interaction sociale a un prix, et parfois ce prix est très élevé. Cependant, la solitude a aussi un coût, surtout quand elle est excessive et indésirable. Pour certains, passer trop de temps loin des gens peut être nuisible, et l'isolement est un problème croissant. Certaines personnes désirent l'interaction sociale, mais ont des difficultés à la réaliser. Ainsi, oui, il est préférable d'être seul que de désirer être accompagné, mais il est également préférable de ne pas être seul que de désirer ne pas l'être. Il existe un équilibre que nous devons trouver, et ce n'est pas quelque chose de statique. Cela dépend de qui nous sommes, de notre situation de vie et de nos besoins à un moment donné. Atteindre cet équilibre nécessite une auto-réflexion quotidienne. Nous demander ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin maintenant. Nous ne traitons pas avec des absolus. Mon désir de solitude change constamment, tout comme mon désir d'interaction sociale. Cette auto-exploration continue m'aide à équilibrer solitude et compagnie. Plus je reste fidèle à moi-même, plus mes relations avec moi-même et avec les autres deviennent saines. Être seul n'est pas toujours agréable, mais il n'est pas non plus sain d'être entouré de gens et de désirer être seul. Changer la situation nécessite du courage. En ce qui concerne la solitude, il faut du courage pour admettre que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et pour agir afin de sortir de notre zone de confort. Il est également nécessaire de reconnaître quand nous avons besoin de temps seul, en nous éloignant de la vie sociale, même si ce n'est que temporairement. Dans certains cas, cela implique d'admettre que les personnes qui nous entourent causent plus de mal que de bien, surtout dans des situations d'abus. Parfois, suivre l'appel à la solitude ou au moins se séparer de l'agresseur peut être la meilleure chose à faire. La question est de savoir si nous sommes prêts et capables de nous éloigner. Malheureusement, de nombreuses personnes ont peur d'être seules. Mais qu'y a-t-il à craindre si nos besoins fondamentaux, alimentation, abri et sécurité sont satisfaits? Apprendre à se sentir à l'aise et heureux dans la solitude réduit l'attachement aux autres, diminue le pouvoir qu'ils ont sur nous et facilite l'éloignement des personnes toxiques ou abusives. Il vaut mieux être seul que de désirer être accompagné, car dans la solitude, nous trouvons une force que nous pensions souvent devoir chercher chez les autres. J'espère que cette vidéo a été une expérience enrichissante, t'aidant à explorer le fascinant monde de la solitude et ses multiples facettes. Si tu as apprécié le contenu et trouvé de la valeur dans nos réflexions, je t'invite à laisser un like, à t'abonner pour plus de contenus similaires et à partager tes pensées dans les commentaires. Ton soutien compte beaucoup et nous permet de continuer à explorer des sujets profonds comme celui-ci. À la prochaine.